À la une, la campagne 2023 de la chimioprévention du paludisme saisonnier lancée à Pau par le ministre chargé de la Santé. Cette campagne nationale vise à éviter près de 75% des cas de paludisme chez l'enfant de moins de 5 ans. Nous serons dans le Naouri en début d'édition. Dans cette édition, vous aurez aussi les échos du procès de l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba. La phase interrogatoire s'est achevée hier. Des conversations des prévenus en lien avec la déstabilisation du régime en place ont été exposées par le parquet. Le compte-rendu du procès dans un instant. Et puis la coordination nationale de lutte contre la fraude continue son offensive. L'institution a encore mis la main sur des produits frauduleux. Des amphétamines de plus de 25 millions ont été saisies. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Direction Pau dans le Naouri pour le lancement officiel de la campagne 2023 de chimioprévention du paludisme saisonnier. Partie pour 4 mois, cette campagne qui vise à protéger les enfants du paludisme va concerner ceux de 3 à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre chargé de la Santé, Robert Lucien Kargougou, qui a lancé la dite campagne ce vendredi. Yassine Sawadgo de retour de Pau nous fait le point. C'est donc parti pour la campagne 2023 de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Durant 4 mois, et cela jusqu'en octobre, dite période de haute transmission du paludisme chez la population, mais surtout chez les enfants de 3 à 59 mois, les agents distributeurs communautaires passeront de porte à porte pour administrer les médicaments aux enfants. Selon le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, c'est plus de 4 500 000 enfants qui sont pris en charge par son département avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans la chimioprévention du paludisme saisonnier. Cette campagne est également couplée au dépistage de la malnutrition. Cette campagne nationale vise à éviter près de 75% des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Elle permettra également de combler la faible couverture de la prise en charge des malnutris dans les centres de récupération nutritionnelle pendant la période du pic palustre qui coïncide avec celui de la malnutrition. Pour la campagne de 2023, le premier passage qui a commencé depuis hier 22 juin concerne 19 districts sanitaires. Ils seront rejoints un mois plus tard par tous les districts sanitaires du pays à partir du 20 juillet. Le ministère de la Santé s'est fixé un objectif de réduire considérablement le nombre de cas de paludisme au Burkina Faso. Le ministre appelle donc toute la population à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des résultats escomptés durant toute la campagne. C'est pour nous l'occasion de lancer un vibrant appel depuis Pau, la capitale du Naouri, dans la région du centre-sud, à l'ensemble de la population pour qu'elle puisse adhérer à cette intervention majeure qui a pour but de réduire de 75% le nombre de cas de paludisme chez ces enfants. Au cours de l'année 2022, plus de 11 millions de cas de paludisme ont été notifiés par les formations sanitaires avec plus de 4 000 décès, dont près de 3 000 sont des enfants de moins de 5 ans. Et c'est à cela que le ministère de la Santé a accordé un intérêt particulier à la protection de cette frange vulnérable.
Nous sommes de retour à Ouagadougou après le président de la transition et le premier ministre. C'est au tour du président de l'Assemblée législative de transition de prendre connaissance du contenu des rapports 2021 et 2022 du médiateur du FASO. La première responsable de l'institution et son staff sont allés remettre le document au chef du Parlement. Occasion pour le médiateur du FASO de soumettre également les doléances de son institution à Dr Ousmane Bougma. Sont assommés Maxime Jean de Bambara. Le médiateur du FASO remettant les rapports d'activité 2021 et 2022 de son institution au président de l'Assemblée législative de transition. Après le président de la transition et le premier ministre, c'est au tour du président de l'ALT de prendre connaissance du contenu de ces rapports. De leur contenu, il ressort que le médiateur du FASO a reçu 6 286 plaignants pour 436 dossiers traités en 2021 et plus de 11 033 plaignants pour 730 dossiers en 2022. En plus de ces traitements de ces dossiers, l'institution a eu à faire des plaidoyers et également des autosaisines. Au titre de ces dossiers saisines, par exemple pour 2021, nous avons plaidé pour la prise en charge des veuves et orphelins, en tout cas de la crise sécuritaire. Et nous avons félicité l'Assemblée législative de transition qui n'a pas manqué de regarder positivement ces recommandations, puisque nos recommandations ont abouti en juin passé à ce que l'Assemblée législative de transition vote une loi dans ce sens, ce qui est vraiment une satisfaction. Des plaidoyers ont également été faits dans ces rapports pour la réfection du lycée Nelson Mandela. Par ailleurs, en 2022, le médiateur du FASO dit s'être impliqué dans la résolution de la crise née autour de la réfection de la mosquée de Dioula Soba et celle qui a éclaté au sein de l'université Naziboni. Et en tant qu'institution chargée de voter la loi, nous lui avons relevé que la loi qui régit notre institution est devenue obsolète. Eu égard aux nouveaux défis de l'ère, en tout cas, il est nécessaire de revoir cette loi pour prendre en compte les aspirations des peuples et également les situations que nous traitons déjà de fait et que la loi n'a pas expressément, en tout cas, libellé. Cette audience a servi de cadre à Fatimata Sanou pour soumettre les doléances de son institution au président de l'Assemblée législative de transition. L'autre doléance soumise au président de l'ALT est celle relative au budget du médiateur du FASO, jugé insuffisant. Budget que Fatimata Sanou et son équipe aimeraient voir s'accroître afin de permettre à l'institution médiateur du FASO de mener à bien ses missions. Le procès de l'affaire appel à incendier le palais du Moronaba suit son cours. Ce 23 juin, la phase interrogatoire s'est achevée. Le parquet a exposé les conversations des prévenus en lien avec le mode opératoire de déstabilisation du régime en place. Les prévenus ont rétorqué qu'ils sont à la barre pour répondre de l'affaire appel à incendier le palais du Moronaba et non de tentative de déstabilisation. Le parquet a insisté et a donc établi le lien entre les deux actions. Abdou Gaïmienye pour le compte rendu. L'audience du procès à faire appel à incendier le domicile du Moronaba s'est poursuivie ce 23 juin, toujours par les interrogatoires. Le parquet a projeté les captures des conversations des différents prévenus. Des prévenus qui ont échangé entre eux et aussi avec des personnes à l'étranger comme Aminata Racho et Naïm Touré. Dans un message en date du 30 avril, Aminata Racho dit à l'OTA, je cite, « Le travail doit commencer demain le 1er à la place de la nation ». Pascal Zaïda et Loukman Sawadogo affirment dans leur conversation qu'il faut une transition consensuelle avec un civil président, un militaire au second plan avec un gouvernement d'union. Pour le ministère public, c'est un cocktail pour déstabiliser le pouvoir. Le parquet explique que dans l'affaire, il y a deux groupes. Le premier, qui est composé principalement de Marcel Tankwano, Pascal Zaïda et Boukari Tapsoba, chargé du volet incendie du domicile du Moronaba. Le second, composé de Lota, Loukman Sawadogo et Alain Alain, est chargé du volet déstabilisation du pouvoir. Pour les prévenus Loukman Sawadogo, Pascal Zaïda et Alain Alain, ils sont devant la juridiction pour non-dénonciation de l'appel à incendier le palais du Moronaba. La tentative de déstabilisation ne fait pas partie des chefs d'accusation. Les avocats de la défense comptent s'étendre sur cette situation dans leur plaidoirie. Cependant, le parquet estime que les deux infractions sont liées
dans la mesure où les conversations téléphoniques des prévenus indiquent une relation forte entre ceux chargés de l'incendie et ceux chargés de la déstabilisation du pouvoir. Les deux groupes sont donc liés et poursuivent le même objectif, déclare le parquet. La phase des interrogatoires est terminée. L'audience reprend ce samedi 24 juin 2023 à 9h avec les réquisitions du parquet suivies des plaidoiries. En effet, le procès se poursuit ce samedi. À l'issue de l'interrogatoire, le procureur a fait des réquisitions contre les 9 présumés. Il a requis une condamnation de 60 mois et une amende de 5 millions de francs CFA et la confiscation des téléphones de ces prévenus pour le trésor public. Le parquet requiert également le retrait du droit civique d'association de ces derniers en dehors du journaliste Loukman Sawadgo et de l'animateur Alain Alain. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 20h. Restez donc avec nous. Dans la suite de 13h, les travaux sur la réconciliation nationale se sont clos ce jeudi 22 juin à Ouagadougou. Ce séminaire scientifique qui avait pour objectif de dégager une feuille de route pour renforcer la cohésion sociale se termine sur une note de satisfaction. Des recommandations en accord sur l'idéal recherché par les Burkinabés ont été formulées par les participants. On en sait un peu plus avec Alexis Mouenkouni Belemnaba. Veiller à un processus de réconciliation inclusive qui tient compte des groupes spécifiques et de la dimension genre, incluant les besoins spécifiques et stratégiques des hommes et des femmes. Aménager le dispositif législatif, judiciaire et réglementaire pour prendre en compte les besoins liés au processus de réconciliation, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce sont deux parmi les 8 recommandations du séminaire scientifique de réconciliation nationale et de cohésion sociale. 72 heures de travaux qui ont mobilisé des chercheurs, des universitaires, du monde de la société civile autour des thématiques d'intérêt national. Des travaux au cours desquels un engagement constant est remarqué au niveau des acteurs concernés qui ont permis de dégager une feuille de route sur le processus de la réconciliation. L'une des actions phares consiste donc à la mobilisation financière d'abord, parce que quand on parle de réconciliation, cela demande forcément un investissement financier. La deuxième action forte concernant la feuille de route, c'est aussi l'engagement réel de tous les fils et filles du Burkina Faso dans la reconquête du territoire. Et pour cela, il y a donc des activités autour pour pouvoir rendre concrète cette action-là. Pendant que nous mettons en place les stratégies, il va falloir que de l'autre côté, on active aussi, on s'active et qu'on se donne vraiment les mains pour la restauration donc de l'intégrité du territoire national. L'un des mérites de ce séminaire, c'est l'échange entre les filles et fils de cette nation à cœur ouvert, dans la sincérité et dans le respect. Et en ayant pour seule et unique finalité sortir le Burkina Faso de cette impasse, selon la ministre en charge de la réconciliation nationale. La fin de la crise imposait la réconciliation, la reconnaissance à la nation et la coexistence pacifique entre autres. Ce sont les souhaits émis par toutes les communautés à travers ces différentes couches sociales du pays. L'assurance est donnée par la ministre en charge de la réconciliation nationale à œuvrer pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés pour l'amélioration du vivre ensemble et la paix. Je voudrais simplement vous rassurer que les grandes idées tenant compte du contexte actuel et des nouveaux défis qui se présentent à nous et qui ont fait l'objet de consensus, ainsi que vos fortes recommandations, enrichiront le processus de réconciliation, de restauration de la paix et de l'amélioration du vivre ensemble au Burkina Faso. Il est dit souvent qu'au Burkina Faso, nous élaborons de bonnes stratégies, de bons textes et de bons plans. Seulement, leur mise en œuvre est tout autre. Vous venez de contribuer à la réorientation du processus de réconciliation et de cohésion sociale. Vous le savez aussi bien que moi, cette planification n'est pas la finalité. Je voudrais vous rassurer que le ministère prendra toutes les dispositions utiles pour que vos contributions consensuelles soient prises en compte. Pour ce faire, Nandi Somé exhorte au peuple burkinabé l'arrêt des hostilités, la tolérance, la participation et l'implication de tous les Burkinabés pour l'apaisement des cœurs et le pardon en vue de la réussite de ce nouveau processus de réconciliation nationale et du vivre ensemble.
Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la journée de la fonction publique. Cette journée voulue par l'Organisation des Nations Unies met en exergue l'idée d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. Au Burkina, elle fait face à d'énormes difficultés, parmi lesquelles les défis liés à la crise sécuritaire, des défis que le ministère en charge de la fonction publique travaille d'ailleurs à relever. C'est du moins ce qu'a confié le directeur général de la fonction publique burkinabé à notre reporter Fatima Tani Kiema. Suivant. À la date du 31 décembre 2022, le Burkina Faso totalisait plus de 229 000 fonctionnaires, sans compter les agents publics des collectivités territoriales et le personnel administratif de l'Assemblée législative de transition. Ces agents déployés dans les 13 régions du pays pour rendre service à la population sont de nos jours confrontés à l'insécurité. Selon le directeur général de la fonction publique burkinabé, Mokhtar Seydou Ganama, ils sont plus de 4 000 fonctionnaires de l'État de nos jours qui sont touchés par cette crise sécuritaire. Certains ont payé au prix de leur vie pour rendre service à la nation et d'autres ont fui leur zone d'intervention. L'État, lui, tente bien que mal de redéployer ces derniers afin que le service public puisse suivre son cours partout où se trouvent des Burkinabés. Généralement, on se trompe. On a l'habitude de penser que lorsque une zone est déguerpie, une zone est attaquée, le service public doit disparaître. Non, quand les populations se déplacent avec leurs besoins en service public. Et souvent même, ces besoins en service public est encore accru par ce déplacement-là, parce que ça nécessite des nouveaux besoins en termes humanitaires, davantage de sécurité dans les nouvelles zones où ils sont allés, et les besoins d'éducation, puisque là où ils étaient, il y avait des écoles, mais les enfants, on ne peut pas les laisser dans la rue. En plus de ces efforts, le ministère chargé de la fonction publique pour s'adapter à cette situation de crise travaille à l'instauration d'une législation sur la gestion des ressources humaines en situation de crise. Mais la situation sécuritaire n'est pas le seul phénomène qui gangrène l'administration publique. Il y a entre autres la corruption et les lourdeurs administratives. Mokhtar Seydou Ganama dit être conscient de ces préoccupations. Le ministère fait des efforts selon lui pour endiguer ces phénomènes. Le premier aspect, c'est de renforcer les effectifs au niveau de la fonction publique pour pouvoir répondre efficacement aux besoins. Si vous remarquez, nous sommes en période de recrutement, ça obéit à cet objectif. Le deuxième aspect, c'est de renforcer la formation des fonctionnaires. La formation prend deux éléments en compte, deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension technique pour les rendre plus aptes à exercer leur métier. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension que je pourrais appeler la dimension éthique, pour renforcer leur sens de l'État. Parce que souvent, c'est le sens de l'État qui manque à certains, ce qui fait qu'ils traînent les dossiers, ils gardent les dossiers par devers. C'est donc au regard de tous ces défis à relever et du contexte actuel que connaît le pays que le ministère a décidé de commémorer la Journée mondiale de la fonction publique édition 2023 sous le thème « La continuité du service public dans un contexte de crise sécuritaire ». Selon Mokhtar Seydou Ganama, elle va se faire en différé. Sinon, au niveau africain, cette journée est célébrée ce 23 juin à Zimbabwe. Nous vous l'annoncions dans les titres, la Coordination nationale de lutte contre la fraude continue son offensive. Ce vendredi, l'institution a présenté une saisie d'amphétamines d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA et de la cigarette contrefaite estimée à 8 millions de francs CFA. La Coordination nationale de lutte contre la fraude a également saisi des faux sacs d'engrais au marché Sankariari. Alexis Winkouni Belmnaba, Wendla Sida Kabouri. De l'amphétamine d'une valeur de 25 millions de francs CFA saisie par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Une saisie faite le 7 juin dernier dans le quartier Kilouin de la ville de Ouagadougou. La mainmise sur ces produits prohibés a été opérée après plusieurs mois et jours de surveillance et de recoupement d'informations par la coordination selon Dr Yves Kafando, coordonnateur national de lutte contre la fraude. Au-delà de la valeur financière de ces produits, c'est la santé publique qui est mise en jeu à travers la consommation de ces produits. En plus des amphétamines, de la cigarette de contrebande d'une valeur de 8 millions de francs CFA a été aussi saisie. Des produits de contrebande qui ne participent pas au développement de l'économie nationale. Alors en termes de coût global, il faut dire que pour ce qui est des amphétamines, nous sommes à une valeur de 25 millions de francs CFA. Et pour ce qui est de la cigarette, c'est vraiment une quantité de 8 millions. Et cette quantité de 8 millions qui n'est pas autorisée à être vendue au Burkina Faso, imaginez les conséquences qu'elle peut porter sur l'effort de guerre
Parce que vous savez aujourd'hui que le gouvernement a instruit des taxes. Le gouvernement a instauré des taxes sur les produits du tabac. Et ce type de produits qui rentrent de façon frauduleuse viennent effectivement en concurrence des produits qui paient régulièrement les droits, qui payent les taxes et qui contribuent effectivement à l'effort de guerre. Des pratiques frauduleuses liées au traitement des emballages afin de contenir des engrais dans le domaine de l'agriculture ont par ailleurs été découverts à Saint-Carriard. L'idée étant pour les auteurs de tromper la vigilance des agriculteurs en ces débuts de saison des pluies. Il s'agissait pour les auteurs et leurs complices d'estampiller sur 2 catégories d'emballages l'inscription fabriquée en Côte d'Ivoire, engrais NPKSB, NPK 14-23-14 et autres symboles. Or, tout le paquetage a été fait sur place. Ce qui relève simplement d'une grosse arnaque, une tromperie de nos paysans à des fins d'enrichissement illicite, selon Dr Yves Kafando. En réalité, ce n'est pas le produit qui pose problème. Le problème, c'est la tromperie du consommateur. C'est une arnaque. On importe des sacs en provenance de la Côte d'Ivoire et avec déjà des mentions sur le sac. Arrivé donc dans le marché de Saint-Carriard, il y a donc des individus qui apposent d'autres mentions qui n'ont pas été mentionnées depuis le départ, depuis l'origine. Après cette manœuvre, on va aller à l'intérieur maintenant des magasins, pour enfouir de l'engrais. Et Dieu seul sait si ces engrais qui sont donc introduits dans ces sacs répondent effectivement aux caractéristiques qui ont été mentionnées sur les sacs. Et c'est une activité vraiment, quand elle est légale, bien entendu, les intéressés auront les documents pour nous présenter les autorisations qui leur permettent de faire ce type de manœuvre. Pour ces différentes saisies, 12 personnes ont été interpellées. La traque des complices se poursuit selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude. Les différentes saisies seront incinérées conformément à la réglementation en vigueur. La FAO veut soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Un engagement qui a été matérialisé ce jeudi par la signature d'un protocole d'accord avec le Fonds burkinabé de développement économique. Cet appui de la FAO qui s'étale sur 3 ans permettra de mobiliser des ressources pour promouvoir et renforcer les actions et projets communs dans le domaine de la production et de la transformation agro-silvopastorale au Burkina. Mamidriana Kamabou nous en dit plus. C'est un partenariat qui vise à promouvoir et à renforcer les actions et projets communs dans la chaîne de valeur, notamment le domaine de la production et la transformation agro-silvopastorale. Cet accord permettra au Burkina Faso d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes, ainsi que la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour la ministre déléguée de l'économie chargée du budget, Fatoumata Bako Traoré, les domaines visés pour ce partenariat sont entre autres l'aide à la mobilisation de partenaires financiers pour l'accompagnement du programme Agrinova du Fonds burkinabé de développement économique et social, l'appui à la création et à l'animation d'une plateforme de dialogue et concertation sur les thématiques de l'entrepreneuriat agricole de façon générale en fait aussi partie. Ils ont décidé donc de nous accompagner avec une somme d'environ plus de 8 milliards de nos francs CFA et qui va permettre donc au Fonds burkinabé de développement économique et social à travers le projet Agrinova de vraiment appuyer des jeunes et des femmes spécifiquement dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. D'une durée de 3 ans, cette signature de protocole d'accord vise à soutenir les priorités du gouvernement dans son plan de stabilisation et de développement. Daouda Sow, représentant pays de la FAO au Burkina Faso, a laissé entendre que son institution va apporter son expertise pour accompagner le FBDS dans le domaine de l'agroalimentaire. Le secteur rural emploie plus de 70%. Et plupart de ces 70%, 56-60% sont des jeunes, des femmes. Donc si nous rehaussions
de créer des emplois, créer des richesses, promouvoir la transformation dans les chaînes des valeurs de certaines spéculations agricoles, animales et halieutiques. Nous allons contribuer pour non seulement la croissance économique soutenue de l'économie, mais faire sortir de la pauvreté la majorité des jeunes. L'objectif du Fonds burkinabé de développement économique et social à travers le programme AgriNova consiste à promouvoir la création et l'émergence d'entreprises sensibles au genre dans le secteur de la production agro-silvopastorale. Depuis son lancement en 2019, le programme a permis de financer 245 projets à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA. L'épanouissement de la jeunesse est un des objectifs d'action CIDEP, entendé par là l'Association citoyenne pour le développement. Après 15 ans de lutte pour la cause des jeunes, cette association donne la parole aux enfants à travers la mise en place d'une web TV. L'idée est aussi de permettre aux enfants et aux jeunes de pouvoir faire leur métier de rêve dès leur bas âge. La plateforme est dénommée DeniVoice et a été lancée officiellement ce vendredi 22 juin en présence du ministre chargé de la communication et du président du Conseil supérieur de la communication à Samy Touré. Offrir aux enfants et aux jeunes de moins de 24 ans une plateforme pour s'exprimer, pour partager leurs histoires, leurs rêves, leurs aspirations, tel est le rôle essentiel de DeniVoice. Elle est un moyen de mettre en lumière les défis auxquels les enfants sont confrontés, ainsi que des solutions possibles. DeniVoice, comme son nom l'indique, c'est enfant en Djoula, donc c'est la télé qui s'adresse aux enfants, qui est partie d'un constat que l'espace médiatique, certainement divers au Burkina, essaie de faire des efforts également pour prendre en compte toutes les couches de la population, mais que les enfants sont ceux-là qui sont les moins pris en compte dans les différents programmes au niveau des différents médias. Cette plateforme Web TV a pour mission également d'informer, d'éduquer, de promouvoir les droits de l'enfant à travers des contenus adaptés aux enfants et aux jeunes conçus par eux-mêmes. Alors disons que nous avons lancé un appel à candidature qui a permis donc d'identifier de nombreux enfants ont postulé à travers le pays. On a eu jusqu'à autour de 200 dossiers. On en a retenu d'abord 17 et ensuite 7 qui sont définitivement les animateurs, les présentateurs de DeniVoice. Mais nous avons des correspondants au nombre de 12 actuellement dans différentes villes, à Dori, à Waïguya, à Bobo, à Koudougou. Donc ils vont relayer l'information qui concerne les enfants dans ces localités-là. La grille des programmes, c'est eux également qui l'ont conçu. Nous avons eu des programmes qui font allusion par exemple à l'habillement, comment s'habiller pour les anniversaires, c'est des questions qui les intéressent. Ils ont également une émission sur l'information qu'ils ont refusé d'appeler le journal, ils l'appellent plutôt Deni Info, donc c'est l'espace où on parle de l'information qui concerne les enfants. Présent à la cérémonie de lancement officielle, le ministre en charge de la communication et le président du Conseil supérieur de la communication louent cette initiative. Pour eux, cela permettra aux enfants de s'épanouir et d'apprendre le métier du même coup. Nous ne pouvons que encourager une telle initiative. Je félicite déjà les initiateurs, l'action CIDEP, pour avoir pensé à un tel projet de médias animé par les enfants, pour les enfants. Aujourd'hui, au moment où l'Internet semble prendre le dessus, et on s'est dit que si nos enfants vont sur Internet, on ne contrôle pas véritablement ce qu'ils vont pour regarder. Je pense que c'est judicieux qu'il y ait un support comme celui-là qui peut produire des contenus qui vont beaucoup plus aider à l'éducation de nos enfants. Non seulement à leur permettre de prendre la parole pour dire leurs préoccupations, mais qui va les orienter dans la vie citoyenne, mais aussi de façon à ce que ce soit des citoyens responsables que nous aurons demain. C'était l'occasion également pour l'action CIDEP de fêter ses 15 ans d'existence. La coupure du ruban et la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie de lancement. Ce 21 juin, le monde entier a célébré la fête de la musique. Du côté de Bobo Dioulasso, plusieurs concerts gratuits étaient au programme à travers un podium installé en face du musée de la musique. L'ambiance de cette célébration riche en couleurs avec notre reporter sur place à Bobo Dioulasso, Joseph Koudkou.
La fête de la musique a été célébrée à Bobo-Dioulasso à travers ce podium installé devant le musée de la musique. Une célébration riche en son et en lumière qui a réuni les mélomanes bogolais les 21 et 22 juin 2023 autour de ce plateau artistique. L'initiative est née vraiment du regroupement des artistes de la ville de Bobo-Dioulasso qui, tout le monde sait déjà, c'est la capitale culturelle par excellence. Donc il fallait quand même montrer un temps soit peu, un événement aussi digne de ce nom. Voilà, cette année c'est le message de la paix, du vivre ensemble qui est recherché et même de la cohésion sociale. Donc tous les artistes aujourd'hui qui vont passer vont plus véhiculer ce message. Comme vous le savez aussi, c'est la résilience tant proclamée. Donc c'est aussi cette édition de résilience. Plusieurs artistes de Bobo-Dioulasso ont répondu présents à travers des prestations en live. Et c'est Fidèle Dabiré alias Delphi qui a planté les décors. Avec les fans par rapport à nos messages que nous avons apportés. Vraiment, c'est un réel plaisir parce que tous les jours, il n'est pas donné tous les jours de monter sur des scènes et de performer. Nous, étant artistes, on s'est donné comme cheval de bataille et donc de travailler à rétablir toutes les inégalités sociales et travailler à envoyer des messages assez conscients. Le choix du parrain artistique a été porté sur Nous Nabil, le maître du Roudgar. C'est avec grande joie d'abord que je vis cette journée parce que avoir une journée qui est spécialement dédiée à la musique, ça fait honneur à la musique et aux artistes musiciens. Trouver également un cadre où on peut vivre cette musique-là avec le public, ça ne fait que vraiment renforcer ces sentiments de joie-là. En tout cas, l'organisation d'un événement dans le contexte aujourd'hui, c'est pas facile et se battre pour que trouver ce cadre d'expression-là pour les artistes de la région, on ne peut que s'en réjouir et en tout cas les encourager davantage. Histoire de la musique moderne, le marketing musical, le métier de la musique au Burkina Faso et leur promotion sont aussi des thématiques abordées lors de cette 4e édition de la fête de la musique à Bobo-Dioulasso. Voilà qui met fin à ce 13h. Bonne suite de programme sur True TV.